L'Espagne, bien qu'officiellement non belligérante, fut le pays neutre qui intervint le plus dans la Seconde Guerre mondiale. Sous la division bleue, des milliers de volontaires de la Phalange et de l'armée espagnole se joignirent aux forces de l'Axe pour combattre le communisme de l'Union soviétique. Pendant 3 ans, de 1941 à 1943, ces courageux soldats furent les protagonistes de certaines des actions les plus épiques et héroïques de la guerre. Le 22 juin 1941, le monde entier fut surpris lorsqu'Adolf Hitler lança une invasion agressive contre l'Union soviétique de Joseph Staline. L'offensive, connue sous le nom d'Opération Barbarossa, couvrait un front impressionnant de 2000 km, de l'Arctique à la mer Noire. Ce même jour, à Madrid, le ministre des Affaires étrangères de l'Espagne, Ramón Serrano Suñer, présenta une proposition clé au caudillo Francisco Franco, l'intervention de l'Espagne dans la lutte contre l'Union soviétique par l'envoi d'une division de volontaires. Malgré la politique officielle de neutralité, l'impulsion de Franco ne tarda pas à se matérialiser. Après des heures de délibération et de consultation avec Adolf Hitler à Berlin, le leader espagnol approuva la participation de son pays au conflit. 2 jours plus tard, le 24 juin 1941, Serrano Suñer, également président de la Phalange espagnole et beau-frère de Franco, prononça un discours fervent depuis le balcon du secrétariat général du mouvement, rue Alcalá à Madrid. Dans son intervention, il lança un appel énergique aux citoyens pour qu'ils se joignent à la cause de la lutte contre le communisme. Ce n'est pas le moment pour de longs discours, mais pour que la Phalange dicte sa sentence, proclama-t-il sous les acclamations. Il souligna ensuite avec force le lien entre l'agression communiste et les maux qu'avait subis l'Espagne. La Russie est coupable. Coupable de notre guerre civile, coupable de la mort de José Antonio et de tant de camarades tombés au combat. La destruction de la Russie est un mandat historique et une nécessité pour l'Europe. Cet appel fervent mobilisa des milliers de personnes prêtes à s'enrôler. En quelques heures, plus de 600 000 volontaires se présentèrent dans les bureaux de recrutement, dépassant largement le nombre prévu de 20 000 hommes. Cependant, Franco décida de limiter ce chiffre pour maintenir la participation espagnole dans des limites contrôlées, cherchant à éviter d'éventuelles tensions diplomatiques tant avec Berlin qu'avec Londres. Le résultat fut la formation de la Division espagnole de volontaires, connue sous le nom de Division bleue, qui serait envoyée sur le front oriental pour soutenir l'armée nazie. L'objectif derrière la création de cette unité était clair: montrer le ferme rejet de l'Espagne envers le communisme et renforcer les liens avec les puissances de l'Axe, sans s'engager dans une participation massive qui pourrait perturber l'équilibre des pouvoirs en Europe. Ainsi, la Division bleue devint un symbole de l'alliance tacite entre l'Espagne et les forces de Hitler, sans que le pays n'abandonne formellement sa posture de non-belligérance. Le 26 juin 1941, le recrutement pour la Division bleue commença en Espagne. Bien qu'il y ait eu des précédents historiques de volontariat contre la Russie, cette fois la réponse fut massive, avec plus de candidats que prévu. Parmi les volontaires, les phalangistes prédominaient, suivis par des militaires, des monarchistes, des carlistes et d'autres groupes comme des étudiants, des catholiques et d'anciens prisonniers politiques. Des vétérans de la guerre civile et certains exilés russes et portugais se joignirent également. L'unité fut soutenue symboliquement par divers secteurs qui voulaient combattre le communisme. L'emblème de la Division bleue combinait des éléments de la Phalange, de la Croix de fer et des symboles de l'Espagne. La création de la Division bleue causa une grande inquiétude en Grande-Bretagne, en particulier chez le Premier ministre Winston Churchill, qui craignait que l'unité ne soit une force préparatoire pour envahir Gibraltar. Pour contrer cette menace, les Britanniques prirent diverses mesures, comme diffuser des messages en espagnol via la BBC, avertissant que les volontaires seraient utilisés comme chair à canon par les Allemands. De plus, ils payèrent de grandes sommes d'argent à 20 officiers pro-britanniques de l'armée espagnole pour tenter de saboter le recrutement, bien qu'ils n'aient pas atteint leur objectif. 20 jours après le début de l'invasion allemande de l'URSS, 19 000 volontaires de toute la péninsule ibérique et du protectorat du Maroc furent acceptés pour faire partie de la Division bleue, bien que 2500 aient été rejetés après les examens médicaux. Sous le commandement du général Agustín Muñoz Grandes, vétéran de la guerre d'Afrique, la majorité des recrues,
principalement des miliciens phalangistes et non des soldats professionnels, commencèrent leur entraînement militaire, recevant un salaire de 7 pesetas et demi par jour. Le départ des volontaires espagnols de la Division Bleue devint un événement de grande importance nationale. Dans les principales villes, des hommages furent organisés et des groupes musicaux accompagnèrent les soldats au point d'embarquement où ils furent salués par leurs familles. Un exemple en fut les adieux massifs à la gare d'Atocha à Madrid et à la gare de Barcelone. Pendant leur voyage, les volontaires furent ovationnés sur les quais de la péninsule ibérique, recevant des marques de soutien jusqu'aux Pyrénées. Cependant, en traversant la frontière française, les soldats furent accueillis par quelques huées dans des villes comme Hendaye, Bordeaux, Tours, Nancy et Strasbourg, de la part de certains Français et d'exilés républicains espagnols. La situation changea complètement à leur arrivée en Allemagne, où en franchissant la frontière et en atteignant les gares allemandes, ils furent accueillis par des panneaux disant « L'armée allemande salue les volontaires espagnols ». La Division Bleue, sous le nom de 250e Division espagnole de l'armée allemande, fut intégrée aux forces allemandes, se déployant entre le 17 et le 23 juillet 1941 sur le polygone d'entraînement militaire de Grafenwöhr. Tout d'abord, le quartier général et l'état-major furent établis, s'occupant de domaines clés comme les opérations, le renseignement, l'artillerie, les ingénieurs, la santé, l'intendance, les munitions, l'automobile et les affaires ecclésiastiques. Ensuite, plusieurs régiments furent formés, dont les 262e, 263e et 269e d'infanterie, chacun avec 3 bataillons, et le 250e régiment d'artillerie avec un total de 4 groupes d'obusiers, comprenant des batteries de 150 et 105 mm, ainsi que des canons de 37 mm. La structure de la division comprenait également des bataillons de réserve mobile, des transmissions, des sapeurs, des groupes anti-chars, des unités de reconnaissance, de santé, de transport, d'intendance, de gendarmerie et de courriers militaires, ainsi que des compagnies de skieurs et de vétérinaires. Un détachement d'infirmières espagnoles, faisant partie de la section féminine de la phalange, faisait également partie de l'unité. De plus, la division disposait d'un parc hippomobile de 5610 chevaux et d'un autre de véhicules composés de voitures, de motos et de camions. Pour maintenir le moral, un journal hebdomadaire, Hoja de Campagna, fut créé, distribué à 18 000 exemplaires et couvrant des nouvelles politiques, culturelles, sportives et de divertissement, y compris des photographies, des mots croisés et des blagues. La phalange obtint également un espace à la radio allemande, où la présentatrice Celia Jiménez Costeira, liée à la section féminine, devint la marraine des soldats, offrant des programmes qui les maintenaient connectés à leur patrie. Les volontaires de la Division Bleue furent surpris de voir les installations allemandes avancer, en particulier en comparant leurs chambres individuelles confortables aux casernes espagnoles surpeuplées. Ce contraste généra un choc culturel significatif entre les Allemands et les Espagnols. Dans l'armée allemande, les officiers et les troupes étaient traités de manière plus égalitaire, tandis que dans l'armée espagnole, les officiers jouissaient de privilèges spéciaux et pouvaient imposer des châtiments corporels aux soldats, ce qui fut immédiatement interdit, bien que certains commandants se montrèrent réticents à la nouvelle réglementation. Les tensions surgirent également en raison des différences d'attitude des Espagnols, qui portèrent souvent leurs vestes déboutonnées ou les mains dans les poches, ce qui dérangeait les Allemands, connus pour leur discipline et leur rigueur. De plus, pendant leur temps libre, les soldats espagnols montrèrent une attitude plus détendue envers les femmes allemandes, ce qui facilita certaines romances, étant donné qu'en Allemagne, la liberté sexuelle était plus ouverte par rapport à la stricte morale religieuse qui prévalait parmi les femmes espagnoles. Le 31 juillet 1941, les militaires espagnols de la Division Bleue prêtèrent un serment solennel de loyauté à la fois à Adolf Hitler, en tant que commandant en chef de l'armée allemande, et à Francisco Franco, caudillo de l'Espagne. Cependant, avant cette cérémonie officielle, plusieurs officiers espagnols avaient déjà combattu aux côtés des forces allemandes sur le front oriental. Lors de la bataille d'Uman en Ukraine, un volontaire espagnol fut le premier à recevoir la Croix de fer pour sa bravoure. Pendant ce temps, le 1er août, le général Muñoz Grande rencontra Hitler pour finaliser les derniers détails sur la participation espagnole à la guerre. Les deux écartèrent l'idée initiale d'envoyer la Division Bleue dans le Caucase
décidant plutôt de la déployer au nord de la Russie. La division bleue, héros espagnol en marche vers le front oriental. Début août 1941, la division bleue quitta Grafenwöhr et commença son voyage vers le front oriental. Son itinéraire initial les mena à travers la Pologne, passant par Suwałki, avant de s'embarquer dans 66 convois ferroviaires vers Grodno, en Lituanie. En arrivant sur le territoire lituanien, l'unité subit ses premières pertes lorsqu'une bombe explosa lors d'un attentat mené par un groupe communiste. Cet acte d'hostilité de la part des Slaves surprit les Espagnols, qui pendant leur trajet, trouvèrent de nombreux corps de Polonais et de Juifs pendus, ce qu'ils trouvèrent incompréhensible, car, selon les principes non raciaux de la phalange, ils considérèrent ces minorités comme des alliés potentiels contre le bolchevisme. Malgré la dureté des images qu'ils virent, les soldats espagnols se lièrent d'amitié avec la police lituanienne dans des villes comme Lina et Vilna, et des rencontres eurent lieu entre les officiers des deux nations. Ensuite, la division bleue continua sa marche vers la Biélorussie, traversant des localités comme Molodezno, Minsk, Borisov et Orsha, parcourant plus de 900 km à pied. Cependant, au lieu de continuer vers Moscou, ils changèrent de route vers Leningrad, voyageant en train depuis Deno, vers le nord de la Russie, le long de la route de Vitebsk. Pendant leur trajet, les Espagnols interagirent avec la population locale et les Juifs, qui eurent une impression positive en raison du traitement respectueux qu'ils leur accordèrent. Cependant, il y eut également certains conflits, comme celui survenu à Novo-Sokolny, où un groupe de soldats espagnols vola des planches de bois dans certaines maisons pour les utiliser comme bois de chauffage. Le 7 octobre 1941, la division bleue commença à arriver aux abords de Leningrad, établissant sa position dans la zone de Novgorod, un processus qui culmina le 12 octobre, coïncidant avec le jour de l'Hispanité et la fête de la Vierge du Pilar. Le déploiement des unités fut organisé comme suit. Le 269e régiment d'infanterie se situa le long de la rive ouest de la rivière Volkhov. Les 262e et 263e régiments d'infanterie occupèrent l'île entre les rivières Grand Volkhov et Petit Volkhov. Le groupe de reconnaissance se positionna près du lac Ilmen, tandis que le 250e régiment d'artillerie, le groupe anti-chars et les bataillons de sapeurs et de réserve restèrent à l'arrière. Le premier affrontement de la division bleue eut lieu officiellement le 12 octobre, lorsque le 2e bataillon du 269e régiment intercepta un détachement de la garde rouge près de Kapella. Dans une embuscade efficace, les soviétiques subirent une défaite écrasante avec 130 pertes, dont 50 morts et 80 prisonniers. Dans les jours suivants, entre le 18 et le 20 octobre, les Espagnols lancèrent une offensive qui leur permit de prendre plusieurs villages soviétiques, dont Russa, Sitno, Tigoda, Dubrovka, Nitlikino et Tigada. Cependant, en avançant vers les villages de Smeisko et Muraveskaya, la division bleue dut reculer en raison des attaques sur les flancs et l'arrière, infligeant leurs premières pertes à cause des contre-attaques soviétiques. Le 21 octobre, la ligne de front de la division bleue se stabilisa, juste avant de recevoir la visite du général José Moscardo, reconnu comme un héros de la guerre civile pour sa défense de l'Alcazar de Tolède en 1936. Moscardo inspecta la première ligne et adressa des mots d'encouragement aux troupes, renforçant l'esprit de l'unité. La première bataille à laquelle participa la division bleue eut lieu dans le secteur de Posad, une zone boisée à 12 km de la rivière Volkhov et du monastère d'Otensky. Le 8 novembre 1941, les volontaires espagnols occupèrent des positions défensives pour repousser une féroce contre-offensive de l'armée rouge, précédée par des bombardements intenses d'artillerie et d'aviation. Le lendemain, le 9 novembre, les soldats de la division bleue se retrouvèrent encerclés par une attaque enveloppante qui avançait à travers les forêts vers Chevelevo. Malgré l'adversité, les Espagnols résistèrent vaillamment, chantant des hymnes comme la Canción del Legionario, El Himno de Infantería, Oriamendi et Cara al Sol. Un moment particulièrement héroïque se produisit lorsque la première compagnie du 269e régiment d'infanterie, composée d'étudiants universitaires madrilènes du SEU, défendit avec férocité ses positions. La compagnie, qui avait subi de lourdes pertes, ne comptait plus que 187 hommes, 7 officiers et 180 soldats,
parmi lesquels se trouvait le poète Dionisio Ridrueiro Jiménez, qui reçut plus tard la Croix de fer. La compagnie aurait été détruite si les troupes allemandes ne l'avaient pas relevée le 17 novembre. Alors que la bataille de Moscou progressait, l'Armée rouge lança une contre-offensive le 7 décembre 1941, coïncidant avec l'attaque japonaise sur Pearl Harbor. Face à cela, la division bleue se replia sur la rive orientale de la rivière Volkhov, où elle passa l'hiver. Jusqu'à ce moment, les volontaires espagnols avaient subi 368 pertes, avec 109 morts et 259 blessés. Ce bilan, combiné aux événements mondiaux, amena les commandants de l'armée espagnole à prévoir que la lutte sur le front oriental serait longue. Malgré les difficultés, le général Agustín Muñoz Grande transmit à ses hommes, cloués au sol, pas un pas en arrière. Suivant cet ordre, les Espagnols empêchèrent les Soviétiques d'avancer d'un seul mètre dans le secteur entre Udarnik et Gorka. Le 25 décembre 1941, jour de Noël, l'armée rouge réussit à prendre la position intermédiaire, située entre Choutini et la position Alcazar, une zone clé pour la garnison espagnole. Pendant cet assaut, les troupes soviétiques firent prisonniers plusieurs Espagnols, qu'ils assassinèrent et clouèrent au sol gelé avec des pics. Cependant, dans la nuit du 26 au 27 décembre, un groupe de volontaires espagnols venant d'Udarnik lança une contre-attaque et reprit la position. La vue de leurs camarades tomber horrifia les soldats, qui, sachant ce qui les attendait s'ils étaient capturés, repoussèrent toutes les attaques ennemies. Avec des mitrailleuses en main, ils tuèrent 1080 soldats soviétiques, forçant les survivants à se retirer vaincus. L'hiver de 1941 à 1942 fut le plus sévère pour la division bleue, affrontant des températures descendant en dessous de moins 30 degrés Celsius, ce qui provoqua l'obstruction de nombreuses armes et laissa 103 soldats hospitalisés pour gelure. Pour atténuer les effets du froid extrême, l'armée espagnole avait anticipé cette situation en envoyant plus de 18 000 manteaux et une prime de Noël pour les troupes, qui comprenait des cagoules trouvées dans les dépôts des brigades internationales de la guerre civile, curieusement fabriquées en URSS. Le 7 janvier 1990-942, l'armée rouge lança une offensive entre Novgorod et le lac Ilmen, laissant une garnison allemande de 600 hommes complètement encerclée à Vsvad. Étant donné que la division bleue était l'unité la plus proche, il fut décidé de mobiliser la compagnie de skieurs, composée de 206 combattants et de 70 traîneaux, sous le commandement du lieutenant Otero Arce, pour libérer les soldats allemands. À 6 heures du matin, le 10 janvier, ils partirent vers leur objectif, traversant le lac Ilmen et évitant ses fissures sur la surface gelée. Tout cela sous des températures de moins 50 degrés Celsius et une tempête de neige constante. Le voyage dura environ 24 heures et le 11 janvier, les skieurs atteignirent le village d'Ustrika où ils se réfugièrent, bien que la dure traversée leur coûta la vie de 102 des 206 combattants en raison des gelures. Le lendemain, 12 janvier, les survivants se joignirent à un groupe de 40 volontaires lettons et ensemble, ils attaquèrent l'encerclement extérieur de Vsvad. Les Allemands, voyant une fusée éclairante tirée par les Espagnols, se joignirent également à l'assaut depuis l'intérieur de l'encerclement. La lutte se prolongea pendant une semaine jusqu'au 21 janvier, lorsque l'armée rouge leva le siège et se retira vaincue. À la fin, sur les 200 Espagnols qui participèrent initialement à l'opération, 188 subirent des pertes par mort, blessures ou gelures. Seuls 12 skieurs et 5 lettones sortirent indemnes de cette mission ardue. Au début de 1942, les pertes subies par la division bleue étaient considérables, mais il y avait encore un nombre significatif de volontaires prêts à se joindre à l'effort. Face à cette demande continue, Franco approuva la création d'une nouvelle unité espagnole, la 2e division d'infanterie Kaki, en contraste avec la bleue qui identifiait la phalange. Cette nouvelle unité serait composée uniquement de militaires professionnels. Le général Enrique Varela fut chargé d'organiser le recrutement, ouvrant des centres d'inscription dans des villes comme Saragosse, Saint-Sébastien, Valladolid, Guadalajara, Logroño et Calatayud, où 16 502 nouveaux effectifs s'enrôlèrent. Ces soldats furent envoyés au polygone d'entraînement d'Auerbach et aux casernes de Hof pour leur formation. Cependant,
À mesure que les pertes sur le front oriental continuèrent d'augmenter, atteignant 9000, la deuxième division d'infanterie, Kaki, fut finalement intégrée à la division bleue pour remplacer les pertes subies par l'unité originale. Le 10 février 1942, une nouvelle offensive de l'armée rouge attaqua la ligne défensive de la division bleue sur la rive de la rivière Volkhov. Le premier affrontement eut lieu à Mal-Samoch et Bol-Samach, où les forces soviétiques se heurtèrent directement au 2e bataillon du 262e régiment d'infanterie. Par la suite, le 2 mars, une autre attaque eut lieu à Krutik, contre le 250e bataillon de réserve mobile. À la surprise de beaucoup, les soldats espagnols non seulement résistèrent aux assauts, mais réussirent à avancer le long de la route Novgorod-Tchoudovo, atteignant le 19 février une manœuvre stratégique en rejoignant des unités collaborationnistes de Lettonie et des Pays-Bas, notamment la Légion lettonne et la Légion néerlandaise. Cette action encercla un grand nombre de troupes soviétiques, les piégeant dans ce qui fut connu sous le nom de poche du Volkhov. Malgré les efforts soviétiques pour briser l'encerclement, les Espagnols maintinrent leur position, supportant un siège dans des conditions extrêmes de neige fondue et de marais infestés de moustiques. Finalement, le 28 juin 1942, les forces soviétiques encerclées furent complètement anéanties. Ce succès valut au général Muñoz Grande la croix de chevalier et des éloges publics de la part de Hitler, qui reconnut la bravoure des volontaires espagnols. Pendant ce temps, sur le front intérieur, le 15 août 1942, un incident grave se produisit lorsque plusieurs vétérans de la division bleue retournèrent en Espagne. José Domínguez Muñoz, un divisionnaire accompagné d'un groupe de phalangistes radicaux, fit irruption dans le sanctuaire de Begoña à Bilbao pendant une messe, où se trouvaient des membres du parti carliste et certains militaires, dont le général Enrique Varela. Pendant la protestation, Domínguez lança une grenade qui blessa plusieurs personnes. Cet acte, connu sous le nom d'attentat de Begoña, obligea Franco à prendre des mesures drastiques. Le 1er septembre, Domínguez fut fusillé et, pour éviter de nouveaux conflits, Franco accorda plus de pouvoir aux militaires au sein de la division bleue, réduisant l'influence de la phalange. En dehors du front oriental, les volontaires de la division bleue profitèrent de plusieurs permissions où ils purent profiter des facilités touristiques dans les territoires contrôlés par les puissances de l'Axe. Pour gérer ces opportunités, la direction des services de l'arrière fut établie, avec des bureaux dans des villes comme Tallinn, Estonie, Riga, Lettonie, Vilnius, Lituanie, Königsberg, Prusse, Hof, Allemagne et Paris, France. Les volontaires bénéficièrent de transports ferroviaires gratuits et d'hébergements sans frais, ce qui leur permit de voyager dans des endroits comme l'Ukraine, l'Autriche, l'Italie, la Norvège et la France. Cette mobilité, cependant, généra parfois des problèmes avec les autorités, comme des bagarres dans des bars ou des disputes liées à des femmes, ce qui amena le gouvernement espagnol à déployer des agents armés de la garde civile à travers l'Europe, des régions arctiques de la Russie jusqu'aux côtes de la Méditerranée. Ce fut le plus grand déploiement de ce corps de sécurité de son histoire. L'armée allemande considérait les Espagnols comme certains des meilleurs soldats combattant dans la guerre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, une phrase se popularisa parmi les Allemands. « Si tu trouves un soldat mal rasé, avec les bottes trouées et la veste déboutonnée, fais-lui un salut. C'est un héros. C'est un Espagnol. » Cette reconnaissance n'était pas infondée, car les Espagnols reçurent de nombreuses décorations. Un exemple notable fut le général Muñoz Grande, qui obtint la croix de chevalier de la croix de fer avec feuille de chêne. Sur les 881 médailles de ce type décernées à des soldats allemands, seulement 8 furent accordées à des étrangers, 4 Roumains, 2 Japonais, un Finlandais et un Espagnol. Bien que l'Espagne restât neutre, son nom figurait sur la liste tandis que des pays comme l'Italie ou la Hongrie, qui participèrent activement au conflit, n'en reçurent aucune. La division bleue, le siège héroïque de Leningrad. En 1942, la division bleue fut envoyée à Leningrad, un lieu clé marqué par l'histoire de la révolution bolchevique de 1917. Le destin de l'unité fut le secteur de Vyriza, entre Alexandrovka et le lac Izora, où elle se déploya comme la plus grande force du groupe d'armées nord. Là, les soldats espagnols participèrent à une bataille de siège statique
avec les snipers et les pièces d'artillerie du 250e régiment d'artillerie jouant un rôle crucial, localisant et détruisant les batteries ennemies. De plus, le personnel médical, y compris les infirmières, fit preuve d'une bravoure remarquable en établissant un hôpital de campagne avec 2000 lits pour les blessés, tandis que d'autres équipes médicaux soignaient les soldats à divers endroits de l'arrière, comme Porjov, Riga, Vilnius, Königsberg et Hof. Le 22 janvier 1943, à 9h45, l'armée rouge lança une attaque féroce contre le secteur entre Enga et Signavino, défendu par 550 soldats du 269e régiment d'infanterie de la division bleue. Ces soldats venaient d'être transportés dans 20 camions jusqu'aux montagnes des hauteurs de Signavino. L'attaque soviétique fut si intense, traversant la forêt de Poselok, que les Espagnols subirent de nombreuses pertes et furent contraints de se retirer de Memga. Cependant, à minuit le 24 janvier, après 48 heures sans repos et supportant des températures de moins 30 degrés Celsius, les volontaires espagnols lancèrent une contre-attaque dévastatrice. Ils reprirent Memga et les hauteurs de Signavino et avancèrent de plusieurs kilomètres dans le territoire ennemi, infligeant de lourdes pertes aux forces soviétiques. À la fin de la bataille de Signavino, les Espagnols comptabilisèrent 401 pertes, dont 124 morts, 6 officiers et 118 soldats, 211 blessés, 13 officiers et 198 soldats, et 66 gelés ou disparus, 2 officiers et 64 soldats. En contraste, les forces soviétiques subirent plus de 1000 pertes. La bataille de Krasny Bor, la résistance épique de la division bleue. Connue sous le nom d'Opération Étoile polaire, le général Georgi Zhukov tenta de répliquer la tactique de la bataille de Stalingrad dans le secteur défendu par le groupe d'armées Nord, attaquant la zone entre le chemin de fer de Leningrad et Moscou, spécifiquement à Krasny Bor, qui était à ce moment sous la protection de la division bleue. L'unité espagnole, composée de 5600 soldats et de 84 canons, organisa ses forces comme suit. Sur la ligne de front se trouvaient les 262e, 263e et 269e régiments d'infanterie, le 250e groupe de reconnaissance, le 250e bataillon de réserve et la 250e compagnie de skieurs. À l'arrière, le 250e groupe anti-chars, équipé de 3 canons de 75 mm, et dans la ville de Raikolvo, l'état-major dirigé par le général Emilio Esteban Infantes. À 6h45 le 10 février 1943, l'armée rouge commença son offensive contre la division bleue à Krasny Bor, bombardant intensément les positions espagnoles avec plus de 1000 canons. Ensuite, 44 000 soldats soviétiques, soutenus par 117 chars des modèles T-34, K-5-1 et T-26, se lancèrent à l'attaque. Bien que les soviétiques aient eu une nette supériorité numérique, ils commirent plusieurs erreurs stratégiques décisives. Parmi celles-ci, l'infanterie avança en formation serrée, ce qui fit des soldats des cibles faciles pour les mitrailleuses MG-34 des Espagnols. De plus, beaucoup de soldats soviétiques avaient consommé de la vodka la nuit précédente, ce qui les laissa ivres ou avec une gueule de bois pendant l'attaque. Les divisionnaires espagnols profitèrent de ces faiblesses et, en ouvrant le feu, détruisirent les colonnes soviétiques, tuant des centaines de soldats et accumulant des cadavres dans la neige. Un autre avantage des Espagnols fut que les chars russes s'étaient trop avancés par rapport à l'infanterie, ce qui les rendit vulnérables, surtout lorsque beaucoup restèrent coincés dans les cratères créés par les bombardements précédents. Les canons anti-chars espagnols et les cocktails Molotov détruisirent des dizaines de chars. Malgré ces erreurs, les Soviétiques réussirent à percer la ligne espagnole et pénétrèrent jusqu'à la première ligne défensive, causant de lourdes pertes parmi les divisionnaires. Le 2e bataillon du 262e régiment d'infanterie et le 250e bataillon de réserve furent pratiquement anéantis, et la 7e compagnie subit un retrait partiel. La 250e compagnie de skieurs ne put récupérer le terrain perdu, tandis que les 3e et 5e compagnies réussirent à maintenir les tranchées et à préserver le chemin de fer reliant Leningrad à Moscou. Avec la première ligne rompue, la division bleue fut contrainte de reculer de 3 à 4 kilomètres jusqu'à la ville de Krasny Bor. Les Soviétiques envahirent rapidement la ville et un combat acharné de rue en rue s'ensuivit.
Les Espagnols résistèrent avec ténacité, et bien que les bombardements aériens allemands avec des avions Stuka tentèrent d'aider, les soldats du 250e groupe anti-chars et du 250e bataillon de sapeurs furent au bord de la destruction. Malgré ces difficultés, les Espagnols tinrent bon pendant des heures, même dans des combats au corps à la baïonnette. Finalement, les renforts allemands arrivèrent sous la forme du 390e régiment allemand, du 659e bataillon estonien, de la Légion lituanienne et de la Légion flamande, composée de volontaires belges. Face à l'avalanche de nouveaux renforts et à une contre-attaque espagnole, les troupes soviétiques furent forcées de se retirer vers la rivière Izora dans la nuit du 10 au 11 février, laissant derrière elles une défaite significative. La bataille de Krasny Bor s'érige comme l'une des victoires les plus significatives de l'armée espagnole au XXe siècle, bien qu'à un coût si élevé que même la BBC de Londres affirma que la division bleue avait été complètement anéantie. Cependant, cette affirmation était loin d'être vraie, car malgré les 2800 pertes subies par les Espagnols, incluant 1125 morts, 1500 blessés et 200 prisonniers, les forces soviétiques subirent des pertes encore plus importantes, dépassant les 10 000 pertes entre morts, blessés et prisonniers. La détermination et le courage des soldats espagnols furent si remarquables qu'ils réussirent à faire échouer l'opération Étoile polaire, évitèrent un désastre similaire à celui de Stalingrad pour le groupe d'armées Nord et, surtout, gravèrent l'une des gestes les plus marquantes de l'histoire militaire de l'Espagne. Retour en Espagne, l'exploit de la division bleue rentre au pays. Après les lourdes pertes subies lors de la bataille de Krasny Bor, la division bleue fut déployée à nouveau dans le siège de Leningrad, où elle fut chargée d'un siège prolongé dans le secteur de Pouchkine, une opération qui s'étendit jusqu'à l'été 1943 et qui entraîna une moyenne de 300 pertes mensuelles. Pendant cette période, un total de 7497 nouveaux volontaires arrivèrent d'Espagne, dont 10% de vétérans qui décidèrent de rejoindre à nouveau le combat. L'un des changements les plus notables dans la division bleue fut que la majorité des nouvelles recrues étaient des militaires professionnels, tandis que les Russes blancs qui avaient servi dans les rangs espagnols furent transférés à l'armée de libération russe, commandée par le général Andreï Vlasov, qui luttait aux côtés de l'Axe grâce aux démarches de l'officier Grigori Lansdorff. L'armée allemande, reconnaissant l'importance de l'unité espagnole, décida de moderniser son équipement, la dotant de canons PACA de 75 mm et de mitrailleuses MG42, et créa également une décoration exclusive pour les volontaires espagnols, la médaille commémorative pour les volontaires espagnols dans la lutte contre le bolchevisme, Erinnerungsmedaille für die spanischen Freiwilligen im Kampf gegen den Bolschewismus. Alors que les revers militaires de l'Axe se multipliaient pendant la Seconde Guerre mondiale, la Grande-Bretagne et les États-Unis, par l'intermédiaire de leurs ambassadeurs à Madrid, Samuel Hoare et Carlson Hayes, exercèrent une pression sur le nouveau ministre des Affaires étrangères, Francisco Gómez Jordana, pour que l'Espagne cesse de fournir du wolfram à l'Allemagne, déclare sa neutralité au lieu de maintenir la posture de non-belligérance et retire la division bleue du front oriental. Cependant, Franco ne voulait pas risquer que les Allemands retiennent de force les volontaires espagnols, comme cela s'était produit avec une unité espagnole au Danemark pendant les guerres napoléoniennes. Pour cette raison, il décida de négocier un accord acceptable à la fois pour le Troisième Reich et pour les Alliés. Ainsi, le gouvernement espagnol autorisa le retrait de la division bleue en échange de la poursuite de la vente de wolfram à l'Allemagne et de l'envoi d'une petite unité en Russie sous le nom de Légion bleue. Le 1er octobre 1943, la division bleue fut officiellement retirée de Leningrad et le 12 octobre, elle fut cantonnée à Oranienbaum, où elle reçut un hommage militaire émouvant. Le général Emilio Esteban Infantes fut décoré de la croix de chevalier par Hitler lors d'une cérémonie formelle. Par la suite, les volontaires partirent vers l'Espagne en convoi ferroviaire, étant accueillis comme des héros dans chaque ville et village qu'ils traversèrent. À Saragosse, une messe multitudinaire fut célébrée à la basilique de la Vierge du Pilar en l'honneur de leur retour. Légion bleue, les héros qui restèrent sur le front oriental. Environ 2000 volontaires décidèrent de rester sur le front oriental, formant la Légion bleue,
qui fut créée le 19 novembre 1943 sous le commandement du colonel Antonio García Navarro à Kingisepp, une petite localité près de la frontière entre la Russie et l'Estonie. Bien qu'elle ne fût pas officiellement reconnue dans les registres de l'armée, car il s'agissait d'une unité entièrement volontaire, sa structure s'inspira de la Légion étrangère espagnole, avec la formation des 1er et 2e banderas d'infanterie et une 3e bandera mixte. Le 1er décembre 1943, la Légion bleue vécut son premier combat sur le front oriental, affrontant des partisans communistes et des civils armés dans la région de Kingisepp. À seulement 2 semaines de ce baptême du feu, le 15 décembre, l'armée rouge lança une offensive massive contre le groupe d'armées Nord, ce qui obligea les membres de la Légion bleue à se retirer début 1944. Dans leur retraite, ils combattirent à Lyuban, Luga, Pskov et Narva, avant d'atteindre la ville de Tallinn, en Estonie, où ils se réfugièrent. Avec le front oriental plongé dans une phase critique de la guerre, Franco donna l'ordre le 11 mars 1944 de retirer définitivement la Légion bleue de Russie. Le Troisième Reich ne présenta aucune objection, et le 31 mars, les volontaires furent salués avec enthousiasme dans les casernes de Stablak, en Prusse orientale. Cependant, le colonel Antonio García Navarro profita de l'occasion pour exprimer dans son discours son mécontentement envers le gouvernement espagnol pour avoir permis le retrait des Espagnols avant d'avoir achevé la croisade contre le bolchevisme. À mi-1944, l'Espagne déclara officiellement sa neutralité et interdit toute participation volontaire à la guerre. Néanmoins, la Phalange, agissant en secret, continua de soutenir la création de diverses unités hispaniques. Parmi elles se distingua le bataillon fantôme des Pyrénées, qui luttait contre la résistance française, et l'inclusion d'Espagnols dans la 24e division SS de montagne, Karstjäger, qui combattit dans les Balkans contre le régime de Josip Tito en Yougoslavie. Des formations comme l'unité SS Esquerra Española, dirigée par le commandant Miguel Esquerra, qui combattit contre l'armée américaine lors de la bataille des Ardennes en 1944, et contre les forces soviétiques lors de la bataille de Berlin en 1945, virent également le jour. Après-guerre, les derniers échos d'une nation forgée dans la guerre, la division bleue compta environ 45 245 effectifs de l'armée espagnole, parmi lesquels se trouvaient 2 généraux, 2 372 officiers, 4 290 sous-officiers et 38 685 soldats. Parmi eux, 21 289 subirent des pertes, incluant 5 000 morts, environ 11% du total, 8 000 blessés, 7 800 malades et 489 prisonniers. En ce qui concerne les 489 prisonniers capturés par l'armée soviétique, la majorité fut envoyée dans les goulags en Sibérie, où ils endurèrent un froid extrême et des mauvais traitements. Parmi eux, 130 Espagnols moururent en captivité, tandis que seulement 8 obtinrent la liberté après s'être convertis au communisme et avoir obtenu la nationalité soviétique. Même les 70 Espagnols qui s'étaient enrôlés dans la division bleue avec l'intention de déserter vers l'armée rouge ne reçurent aucun pardon. Après la mort de Joseph Staline en 1953, l'Espagne entama des discussions avec l'Union soviétique pour la libération des prisonniers de la division bleue. En 1954, la demande fut acceptée et un navire grec appelé Semiramis fut assigné pour le transport des prisonniers. À bord voyageaient 229 vétérans de la division bleue ainsi que 19 déserteurs, 19 marins marchands, 15 étudiants en aviation de la Seconde République et 4 enfants orphelins de la guerre civile espagnole. Le voyage commença dans le port d'Odessa, traversant la mer Noire avant de faire une escale en Turquie, où ils rencontrèrent la délégation espagnole à Istanbul. Ensuite, ils continuèrent leur voyage à travers la mer Méditerranée jusqu'à atteindre la péninsule ibérique. Le 2 avril 1954, le Semiramis accosta dans le port de Barcelone où les anciens prisonniers furent accueillis par le général Agustín Muñoz Grandes et Raimundo Fernández Cuesta, secrétaire général du mouvement. Après une messe à la basilique de la Merced, les libérés retournèrent chez eux. La division bleue se distingua comme l'une des unités les plus professionnelles et décorées de la Seconde Guerre mondiale. Parmi ses réalisations figuraient 150 croix de fer de première classe,
2500 de deuxième classe, 2 croix de chevalier pour les généraux Agustin Muñoz Grande et Emilio Esteban Infante, et 3 croix allemandes en or. Du côté espagnol, 8 croix lauréates de Saint-Ferdinand furent décernées aux divisionnaires Jaime Galiana Garmilla, José Pérez Castro, Generoso Ramos Vázquez, José Rubio Moscoso, Salvador Masip Bendicho, Antonio Ponte Anido, Manuel Ruiz de Huidobro Alzurena et Teodoro Palacios Cueto. 54 médailles militaires individuelles et 2 médailles militaires collectives au 2e bataillon du 269e régiment d'infanterie et à la 250e compagnie de skieurs. Il y eut également des récompenses supplémentaires comme la médaille des souffrances de la patrie, la médaille des mutilés, l'insigne des blessés, l'insigne d'assaut d'infanterie, l'insigne d'assaut général, les agrafes de combat au corps à corps, l'insigne de destruction de chars, la croix allemande, la médaille d'hiver et la croix du mérite. Au cimetière de l'Almudena à Madrid repose le soldat inconnu, un hommage à tous ceux qui furent recueillis sans identification en Russie, devenant un symbole de la division bleue. Après la chute du franquisme en 1975 et l'établissement du Royaume d'Espagne sous la direction de Juan Carlos Ier en 1995-178, la division bleue continua d'être un sujet récurrent dans la littérature, avec de nombreux livres, articles et films dédiés à son héritage. De plus, des monuments furent érigés en son honneur, comme au cimetière de l'Almudena de Madrid et au cimetière de Pankovka en Russie. Au fil des ans, de nombreuses associations virent le jour, et un musée de la division bleue fut créé à Madrid. En ce qui concerne les vétérans, certains d'entre eux participèrent à des événements ultérieurs comme le coup d'État du 23F en 1981, rejoignant les forces insurgées, y compris des généraux comme Milan Del Bosch, Alfonso Armada et Aramburu Topete. L'un des moments les plus symboliques pour les vétérans de la division bleue se produisit lors du 60e anniversaire de la victoire sur Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, en 2005, lorsqu'ils se rencontrèrent lors d'un défilé avec des vétérans soviétiques de la bataille de Krasny Bor. Bien qu'ils aient été ennemis sur le champ de bataille, les vétérans échangèrent des gestes de respect et de camaraderie, s'offrant des cadeaux comme une peinture tolédane de Don Quichotte et Sancho Panza. Reconnus non seulement par l'Allemagne et l'Espagne, mais aussi par des nations comme les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Union soviétique elle-même, la division bleue gagna le respect pour sa bravoure et son comportement pendant la guerre. En particulier pour son héroïsme lors de la bataille de Krasny Bor, les divisionnaires furent loués pour ne pas avoir commis de crimes de guerre contre la population civile et, dans certains cas, pour avoir aidé les communautés opprimées par le Troisième Reich. Ce comportement contribua à accroître encore plus le prestige des volontaires espagnols, consolidant l'exploit de la division bleue comme l'un des épisodes les plus héroïques de l'histoire militaire de l'Espagne. Agustín Muñoz Grandes, le commandant de la division bleue. Agustín Muñoz Grandes, commandant de la division bleue, eut l'occasion de rencontrer personnellement Adolf Hitler pendant son service dans la Seconde Guerre mondiale. Né dans le quartier de Carabanchel Bajo, à Madrid, au sein d'une famille modeste sans antécédents militaires, il entra à l'Académie d'infanterie de Tolède en 1910, dirigée à l'époque par le colonel José Villalba Riquelme. Après avoir obtenu son diplôme en 1915 en tant que lieutenant, il fut envoyé sur le front marocain, où il prit le commandement d'une unité de réguliers, se distinguant par sa bonne performance et recevant plusieurs décorations au combat. En 1925, il fut gravement blessé lors de la bataille d'Alucemas, lorsqu'il fut touché à la poitrine. Malgré ses blessures, sa carrière continua à progresser, et en 1926, il fut promu lieutenant-colonel grâce à ses mérites de guerre. Son retour en péninsule en 1926 le montra comme un homme aux tendances libérales et républicaines, ce qui contrastait avec l'orientation politique qu'il adopterait plus tard, reflétant un climat de mécontentement au sein de l'armée espagnole qui se distançait du gouvernement en raison de ses réformes. En 1931, avec la proclamation de la République, Muñoz Grandes fut nommé par José Valdivia comme second chef de la garde d'assaut, un organisme créé par le nouveau gouvernement républicain pour défendre ses intérêts. Son expérience dans l'organisation des troupes au Maroc fut cruciale pour sa nomination. En 1934, pendant la révolution des Asturies,
il participa à la répression des révoltes minières. Malgré sa position initiale, en ne s'alignant pas avec les gouvernements de droite, lorsque le Front populaire remporta les élections en 1936, Muñoz Grandes, alors colonel à Madrid, commença à conspirer avec l'Union militaire espagnole sous la direction du général Mola. Après le soulèvement militaire du 18 juillet 1936, il fut arrêté et emmené à la prison Modelo de Madrid, où il fut détenu avec d'autres figures de droite comme Ramón Serrano Suñer, Ricardo Zamora et d'autres leaders phalangistes. En prison, Muñoz Grandes fut proche d'être fusillé. Lors d'une première tentative d'exécution, il fut sauvé par le directeur général de la sécurité, Alonso Malol, et plus tard par l'anarchiste Melchor Rodríguez García, qui en tant que directeur des prisons, empêcha l'assaut de la prison pendant un bombardement. Rodríguez García, en négociant avec les miliciens, réussit à éviter l'attaque, protégeant ainsi la vie des prisonniers de droite, y compris Muñoz Grandes, et contenant la violence. En mars 1937, après être arrivé dans la zone nationale, Agustín Muñoz Grandes fut réincorporé au service actif et fut désigné pour remplacer le colonel Cayuela à la tête de l'une des brigades navarraises, l'une des unités les plus combatives des forces rebelles. À la tête de son unité, il joua un rôle clé dans l'offensive du Nord. Pendant la campagne de Santander, dans les Asturies, il dirigea conjointement les 2e et 3e brigades navarraises et, après avoir livré une dure bataille dans des conditions défavorables, réussit à percer la ligne ennemie dans le Campo de Caso, une action qui lui valut probablement sa promotion au rang de général. Muñoz Grandes poursuivit sa carrière à la tête de la 61e division du 2e corps d'armée, participant à la féroce bataille de Teruel, l'une des plus sanglantes de la guerre civile. Plus tard, lorsque Franco réorganisa les forces pour l'offensive finale, il fut nommé chef du corps d'armée d'Urgell, avec lequel il participa à la prise de Catalogne. À la fin de la guerre, Muñoz Grandes fut désigné comme le premier ministre secrétaire général du mouvement, remplaçant Raimundo Fernández Cuesta. Bien qu'il ne fût ni monarchiste, ni traditionnaliste, ni phalangiste, mais plutôt un républicain centriste, sa nomination fut une surprise. Il occupa également le poste de gouvernement militaire du Campo de Gibraltar. Avec l'invasion allemande de l'Union soviétique, Franco lui confia la direction de l'unité de volontaires espagnols, la division bleue. Muñoz Grandes avait un avantage stratégique, sa connaissance préalable des Allemands et ses liens avec certains officiers de la Wehrmacht. En effet, il avait été conseiller tactique de Wilhelm Canaris, responsable du renseignement de l'armée allemande, et avait organisé l'aide du Reich à Franco. De plus, il était un ami proche de Hitler qui le consulta sur l'opération Félix, l'invasion de Gibraltar. Le 31 juillet 1941, sur le terrain d'entraînement de Grafenwöhr, Muñoz Grandes prononça un discours émouvant devant les volontaires espagnols intégrés dans la 250e division de la Wehrmacht, le jour même où ils jurèrent loyauté à Hitler et à la cause nazie. Volontaires espagnols, soldats d'honneur de notre patrie, aujourd'hui l'un des moments les plus heureux de nos vies, devant les glorieux drapeaux de l'Allemagne et de l'Espagne, vous avez juré de mourir plutôt que de laisser la barbarie bolchevique continuer son œuvre de haine et de destruction qui a ensanglanté notre patrie et qui menace maintenant d'imposer à toute l'Europe. Après 5 semaines d'entraînement, la division bleue fut déployée dans le secteur de Novgorod, s'intégrant à la 25e armée allemande avec environ 18 000 hommes, composés principalement de phalangistes, de volontaires, de soldats de remplacement et de commandants professionnels. En septembre 1941, Agustín Muñoz Grandes eut un entretien avec Adolf Hitler au siège de son quartier général à Rastenburg, connu sous le nom de Tanière du Loup. Hitler, déçu par le manque d'enthousiasme de Franco et de son beau-frère Ramón Serrano Suñer, espérait que Muñoz Grandes s'engagerait plus activement dans la cause allemande. Lors de cette visite, Muñoz Grandes fut décoré par Hitler de la croix de chevalier de la Croix de Fer en mars 1942, puis, en décembre de la même année, il reçut les feuilles de chêne, une distinction exceptionnellement accordée à un non-allemand. Cependant, dans un rapport de Ribbentrop du 31 août 1942, il est noté le mécontentement de Muñoz Grandes face au manque d'idéologie chez les nouveaux soldats intégrés à la division, qui n'étaient plus majoritairement des phalangistes. Selon des sources proches, lors de cette rencontre,
Muñoz Grandes exprima sa disposition à rester à la tête de la division bleue si Hitler le jugeait approprié, mais il laissa également entendre que son objectif était de retourner en Espagne avec le soutien de l'Allemagne pour mener, avec la Phalange, une purge politique, excluant ceux qui ne correspondaient pas à sa vision d'un nouvel ordre. Pour y parvenir, il ne serait pas nécessaire de déplacer Franco, mais simplement de le reléguer à un poste honorifique, en tant que chef de l'État, tandis qu'il assumerait la présidence du gouvernement. Ce plan aurait été soutenu par l'importance stratégique de la division bleue dans la bataille de Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, où Hitler aurait souvent commenté au général Alfred Jodl « Nous devons renforcer la popularité du général Muñoz Grande, car la division bleue pourrait être cruciale au moment de renverser ce régime contrôlé par des prêtres. » En 1943, Muñoz Grandes retourna en Espagne après avoir été relevé du commandement de la division bleue et remplacé par le général Esteban Infantes. Il fut promu lieutenant général et nommé chef de la maison militaire de Franco. Cependant, cette promotion signifia la perte de son commandement sur les troupes, ce que certains interprétèrent comme une manœuvre de Franco pour neutraliser un rival potentiel identifié à la cause nazie. En 1945, Muñoz Grandes fut nommé capitaine général de la première région militaire. En 1951, après la formation du 8e gouvernement de Franco, qui inclut le nouveau concordat avec le Vatican et des accords avec les États-Unis, Muñoz Grande assuma le poste de ministre de l'armée. Par la suite, il atteignit le rang de capitaine général, un titre réservé jusqu'alors à Franco, devenant le 52e à porter ce titre depuis sa création par le roi Charles III. Agustín Muñoz Grandes occupa la direction de l'état-major supérieur jusqu'en juillet 1962, lorsqu'il fut promu vice-président du gouvernement, un poste qui serait plus tard occupé par Carrero Blanco. Dans la dictature franquiste, l'Espagne avait besoin de l'alliance avec les États-Unis, la principale puissance mondiale de l'époque et la seule disposée à resserrer les liens avec le régime. Muñoz Grande fut chargé de l'une des tâches les plus complexes, tant sur le plan militaire que diplomatique: négocier les accords avec les Américains. Ce ne fut pas une tâche facile, car la cession de base à une puissance anglo-saxonne lui rappelait Gibraltar. Cependant, il devait reconnaître que l'Espagne avait besoin de ressources et de soutien international, et que ces bases étaient essentielles dans le contexte de la guerre froide et de la confrontation avec l'Union soviétique, une puissance contre laquelle l'Espagne s'était déjà battue auparavant. En 1967, après l'approbation de la loi de succession et en raison de la position antimonarchique du capitaine général, qui ne considérait pas Don Juan de Bourbon comme espagnol, Agustín Muñoz Grandes fut destitué de son poste de vice-président du gouvernement, bien qu'il continuât à exercer toutes ses fonctions militaires. Le 11 juillet 1970, il décéda des suites de complications gastro-intestinales liées à un cancer du rein. Emilio Esteban Infantes. Le général qui remplaça Muñoz Grandes, Emilio Esteban Infantes y Martín, naquit à Tolède le 18 mai 1892 dans une famille sans antécédents militaires. Dès son jeune âge, il montra une grande vocation pour la carrière militaire, ce qui l'amena à entrer à l'Académie d'infanterie de Tolède en 1907, sous la direction du colonel Juan San Pedro y Sea. Dans cette institution, il commença à forger sa carrière qui le mènerait à jouer des rôles cruciaux pendant la guerre civile espagnole et la Seconde Guerre mondiale, se distinguant dans la division bleue comme l'un des commandants les plus éminents à la tête des forces espagnoles en Russie. Dans ses premières années dans l'armée, Esteban Infante démontra un fort engagement et une grande habileté stratégique. Il servit dans le protectorat espagnol du Maroc, où il fut sous les ordres du général Sanjurjo, participant à diverses opérations et combats à Melilla et à Lucemas. Avec le temps, sa carrière se développa rapidement, étant promu capitaine à 20 ans et, grâce à sa performance au combat, lieutenant-colonel en peu de temps. Ce fut en 1925 qu'il participa activement au débarquement d'Alucemas, l'une des actions les plus emblématiques de la guerre du Maroc, qui consolida sa réputation de leader militaire compétent. La rébellion militaire de 1936 le surprit à Madrid, mais il se rangea rapidement du côté des rebelles, rejoignant le camp franquiste à Burgos. Dans les premiers mois du conflit, il assuma d'importantes responsabilités, notamment la direction de l'état-major du corps d'armée de Castille. Tout au long de la guerre,
Esteban Infantes se distingua par son leadership sur divers fronts, en particulier lors de l'offensive de Somosierra et Navafría, ainsi que dans la prise de positions clés comme la Hier Brigade de la division Soria et la 3e brigade du Jarama. Pendant la bataille de Teruel, il fut chargé de diriger la 81e division, participant à l'occupation de la Sierra de Javalambre, et reçut la médaille militaire pour sa performance. Esteban Infantes fut l'un des militaires qui se distingua dans l'organisation et la direction des forces franquistes pendant la guerre, agissant souvent comme chef d'état-major dans diverses régions et batailles décisives. Sa capacité à commander dans des conditions adverses et son succès dans la coordination des unités lui valurent le respect de ses supérieurs et le consolidèrent comme l'un des principaux généraux du camp rebelle. Après la fin de la guerre civile espagnole, Esteban Infantes poursuivit sa carrière au sein de l'armée, étant promu général de brigade en 1940. Malgré sa promotion, il restait un homme qui ne cachait pas son ambition de continuer à prouver sa valeur sur la scène internationale, en particulier dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Ce fut pendant cette période qu'il demanda, de manière insistante, d'être envoyé en Russie pour diriger les troupes espagnoles dans la lutte contre le communisme, une demande qui fut finalement acceptée. En décembre 1942, il succéda au général Agustín Muñoz Grande, à la tête de la Division Bleue, une unité qui avait été envoyée combattre aux côtés du Troisième Reich sur le front oriental. Sous son commandement, la Division Bleue se distingua lors de la bataille de Krasny Bor, où elle réussit à résister aux intenses attaques de l'armée rouge, malgré son infériorité numérique et la présence de chars ennemis. Cette victoire fut non seulement cruciale pour la défense du siège de Leningrad, mais elle consolida Esteban Infantes comme l'un des commandants les plus compétents et admirés par les Allemands. Pour sa bravoure et son succès sur le champ de bataille, il reçut la Croix de Chevalier de la Croix de Fer, l'une des décorations les plus prestigieuses décernées par le Troisième Reich, ainsi que la Croix allemande en or, devenant l'un des rares non-allemands à recevoir un tel honneur. La dissolution de la Division Bleue en décembre 1943 marqua le retour d'Esteban Infantes en Espagne, où il continua à occuper des postes militaires importants. Il fut nommé second chef de l'état-major supérieur, puis chef des 62e et 11e divisions, et plus tard promu capitaine général de la 9e région militaire. Tout au long de sa carrière, Esteban Infantes joua également des rôles cruciaux au sein de la structure du gouvernement franquiste, occupant le poste de président du Conseil suprême de justice militaire et étant désigné chef de la maison militaire de Francisco Franco. Son influence et sa proximité avec le régime franquiste en firent une figure clé dans la consolidation du pouvoir de Franco dans l'après-guerre. Malgré une carrière marquée par ses victoires dans la guerre civile et sa participation à la Seconde Guerre mondiale, la transition vers la vie politique dans l'Espagne d'après-guerre ne fut pas sans tension. En 1951, il fut promu lieutenant général, un rang qui consolida encore plus son prestige au sein de l'armée. Dans les années suivantes, il occupa des postes importants au sein de l'appareil militaire de Franco, toujours avec un accent sur le maintien de la stabilité interne et la loyauté au régime. Tout au long de sa carrière, Emilio Esteban Infantes reçut de nombreuses distinctions, dont 2 médailles militaires individuelles et diverses décorations pour sa participation à la campagne du Maroc, la Croisade et la campagne de Russie. Il fut également reconnu internationalement, étant fait chevalier de la Légion d'honneur de France et recevant des décorations du Portugal, de l'Iran et du Liban. De plus, il reçut la médaille du couronnement de la reine d'Angleterre, un symbole de son importance dans la sphère militaire européenne. Esteban Infantes, comme beaucoup d'autres militaires ayant servi sous Franco, devint une figure emblématique de l'Espagne franquiste. Bien que sa relation avec les nazis et son leadership dans la Division Bleue le placèrent dans une position controversée dans l'histoire de l'Espagne, son habileté et sa dévotion en tant qu'officier militaire lui assurèrent une place de choix dans l'histoire militaire du pays. En 1962, Esteban Infantes passa à la réserve, marquant la fin de sa carrière active dans l'armée. Cependant, son héritage perdure comme un témoignage de la loyauté envers Franco et de sa contribution au régime pendant certaines des périodes les plus sombres de l'histoire de l'Espagne. Malgré sa retraite, il continua d'être une figure respectée au sein de la structure du gouvernement franquiste
occupant dans ses dernières années des fonctions honorifiques, comme directeur du musée de l'armée et président du Conseil supérieur géographique. Emilio Esteban Infantes mourut en 1962, laissant derrière lui un héritage de bravoure, de controverses et une carrière militaire remarquable qui le marqua comme l'un des officiers les plus importants de l'Espagne franquiste, dont l'impact perdure tant dans l'histoire de la guerre civile que dans celle de la Seconde Guerre mondiale. Sa vie et sa carrière reflètent la complexité d'une époque tumultueuse, où les loyautés militaires, politiques et idéologiques jouèrent un rôle fondamental dans la configuration de l'histoire moderne de l'Espagne.